Imaginez des milliards de micro-organismes dans notre intestin, des bactéries, mais aussi des virus, des champignons, tout un écosystème vivant qui interagit en permanence avec notre corps. C'est ça, le microbiote. On en parle de plus en plus, on nous dit qu'il faut en prendre soin. Mais concrètement, qui sait vraiment à quoi il sert? Le nourrir, le soigner? Pourquoi et surtout comment? Faut-il manger et fermenter, faire une cure de probiotiques, se méfier des antibiotiques? Et comment savoir si notre microbiote va bien ou pas? Mon invité est gastro-entérologue, c'est un spécialiste du microbiote. Il va répondre à toutes les questions qu'on se pose. On le retrouve dans un petit instant. Et pour celles et ceux qui veulent passer à l'action avec des conseils simples, rapides et concrets au quotidien, Marianne Tessier, alias Wonder Cook Mum, nous partage ses astuces dans Ça vaut le goût aujourd'hui. Elle nous aide à repérer parmi les produits industriels ceux qui peuvent vraiment dépanner sans renoncer à l'équilibre ni au plaisir. Bienvenue dans Mieux dans mon assiette, ravie de vous retrouver. Tout de suite, on passe à table. Bonjour William Beribi. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue, hépatologue, spécialiste du microbiote et vous publiez Vivez 100 ans grâce à votre microbiote aux éditions HarperCollins, un titre qui forcément intrigue. Avant de parler de ce lien entre microbiote et longévité, on va revenir à ce fameux microbiote parce qu'on en parle de plus en plus. Vous ne nous direz pas le contraire, mais on ne sait pas toujours très bien ce qu'on met derrière ce mot. Le microbiote, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'intérieur de nous, qui joue a priori un rôle central dans notre corps. De quoi s'agit-il exactement? Alors le microbiote, c'est intestinal, puisque c'est le principal, c'est le chef d'orchestre, je l'appelle premier cerveau, c'est le plus important, c'est 39 000 milliards de bactéries. Donc il faut voir ça comme 39 000 milliards d'ordinateurs microscopiques qui vont piloter en fait et qui vont contrôler tous les autres organes. Et c'est pour ça que je l'appelle premier cerveau, puisqu'en fait, ce qui va se passer dans notre cerveau en termes d'émotions est davantage régulé par les bactéries intestinales que par le système nerveux central lui-même. Donc, c'est véritablement un premier cerveau, et il faut le voir comme des petits ordinateurs microscopiques qui vont piloter la santé et réguler l'inflammation, l'immunité, etc. Alors j'imagine qu'on va pouvoir programmer ces petits ordinateurs. Vous nous dites qu'il y a des bactéries par milliards. Elles viennent d'où? Alors au départ, elles viennent il y a 3700 millions d'années. Les premiers microbes qui sont apparus sur Terre sont apparus dans l'eau il y a 3700 millions d'années. Bon. Donc les microbes, ils ont toujours fait partie de notre écosystème. Et en fait, quand on va naître, on va récupérer les microbes de la maman et de génération en génération, ça va se transmettre comme ça. On va également, évidemment, en incorporer à travers la peau, le contact de la peau, puisqu'il n'y a pas qu'un microbiote. Le microbiote intestinal, c'est le principe. J'allais vous poser la question, justement. Voilà, j'y réponds par anticipation. Il y a le patron, le microbiote intestinal, et puis il y a des microbiotes dans tout, ou microbiome, les deux termes peuvent être utilisés, dans tous les organes. La peau, le vagin, les yeux, les poumons, etc. Donc en fait, il y a des microbiotes dans chaque organe, avec un microbiote central qui est l'intestin. Donc en fait, les bactéries, il y en a partout, vous en avez là, là et là, et donc on en récupère à la naissance, et ensuite on va le façonner au fur et à mesure du temps, en fonction de notre mode de vie. C'est quelque chose de fragile ou au contraire très résistant? Alors, c'est très puissant, mais plutôt fragile, puisque, en fait, vous allez avoir on va rencontrer des agressions, évidemment, au cours de notre vie. J'imagine bien. Voilà, donc il va y avoir le stress chronique, il peut y avoir des épreuves de la vie, il va y avoir l'alimentation, qui aujourd'hui, on va revenir dessus, vaste sujet, effectivement. La pollution, etc. Donc, il va subir des agressions. Alors, si les agressions sont transitoires, passagères, il va se rétablir tout seul, il va se rééquilibrer. C'est ce qu'on appelle la résilience du microbiote intestinal. S'il est attaqué d'une façon répétée, à ce moment-là, il peut se déséquilibrer d'une façon prolongée et plus importante, et ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. Microbiote qui peut être résilient, donc, mais qui est aussi unique. De quoi il dépend vraiment? Il y a de la génétique, c'est notre mode de vie aussi, j'imagine, qui joue un rôle. On a chacun un microbiote intestinal spécifique, et je parle d'empreinte microbiotique.
En fait, il y a 3000 espèces. Pour comprendre cette spécificité, il faut comprendre qu'il y a 3000 espèces dans l'espèce humaine et on a à peu près chacun 300 espèces différentes. Donc si vous faites la recombinaison de 300 sur 3000, vous aboutissez au fait que c'est impossible d'avoir le même chez 2 personnes données, deux personnes en comparatif. Donc on va hériter de notre mère une base de microbiote, donc cette recombinaison-là, qui va se façonner ensuite. Donc en fait, effectivement, on a tous un microbiote intestinal différent les uns des autres, mais qui comporte des caractéristiques communes, évidemment, à la naissance et au cours de la vie, mais ça va se modifier en fonction de ce qu'on va rencontrer, de ce qui va se passer. Concrètement, ça joue quel rôle dans l'organisme ? Alors, il y a plein de... Chef d'orchestre, donc. Voilà, chef d'orchestre. Donc, il va communiquer en permanence avec tous les organes, notamment avec le cerveau. D'ailleurs, pour comprendre l'importance, si vous voulez, du microbiote, il suffit de constater que 90% de la sérotonine, vous savez, la sérotonine, l'hormone du bonheur, est fabriquée non pas par le cerveau, comme la plupart des gens le penseraient, mais par les bactéries intestinales. Donc c'est quand même, rien que ce chiffre-là est fou. Les gènes qu'on a dans notre corps, dans nos chromosomes, eh bien, il y en a 30 fois plus dans les bactéries intestinales que dans l'ensemble du corps humain. Donc on voit bien, avec ces constatations-là, l'importance colossale du microbiote intestinal. Alors, donc il communique avec tous les organes, notamment avec le cerveau, à travers plusieurs moyens, notamment le nerf vague, qui est le plus connu, mais il y en a d'autres. Et puis, il va avoir des fonctions absolument capitales. Donc d'abord, il va avoir une action mécanique, c'est-à-dire il va servir à bloquer l'intrusion dans le sang de substances qui seraient agressives. Donc ça peut être des bactéries pathogènes, donc nocives, qui resteraient dans l'intestin, mais si elles passent, ça va faire des dégâts. Ça, c'est également des métaux lourds, les pesticides, les microparticules, etc. Donc déjà, il va stopper ça. Quand il est en bonne santé, en bonne forme, il va empêcher ces passages. Deuxièmement, l'immunité. Si je vous demande quel est l'organe le plus important dans l'immunité, vous allez me dire le sang, probablement. C'est faux, c'est l'intestin, puisque 80% des cellules de l'immunité sont dans l'intestin et dans le microbiote intestinal. Vous avez également la fabrication de substances que j'appelle substances magiques, qu'on appelle postbiotiques. Alors les postbiotiques, c'est quoi ? C'est des substances qui sont fabriquées par les bactéries intestinales. Il y a le butyrate, l'acétate, le propionate, et notamment. Et donc ces substances vont avoir une action anti-inflammatoire et anticancéreuse. Anticancéreuse. Le microbiote va fabriquer la sérotonine, la dopamine, l'hormone du plaisir, etc. Donc vous voyez, à travers ces exemples-là, que le microbiote, si on n'a pas un bon microbiote, l'immunité va être défaillante. Donc quand on parle d'immunité, il y a l'immunité anti-infectieuse, mais il y a aussi l'immunité anticancéreuse. Donc quelqu'un qui a une dysbiose intestinale a plus de risque de cancer, par exemple. Voyez ? Donc, rôle majeur, on comprend dès lors l'importance d'en prendre soin. Vous le disiez, le microbiote peut aussi se fragiliser. C'est souvent là que les choses deviennent un petit peu plus floues pour nous. Qu'est-ce qui distingue un microbiote équilibré d'un microbiote qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus ? Alors, d'ailleurs, ça rejoint, mais on va en parler après, celui des centenaires qui gardent un microbiote intestinal de jeunes en bonne santé. Donc, un microbiote équilibré, c'est un microbiote qui va être varié, donc qui va avoir une variété d'espèces donc, suffisante, puisque au fur et à mesure des maladies ou, par exemple, dans la prise de poids, les personnes qui ont beaucoup de kilos en trop, ils vont avoir un microbiote qui va être moins varié. Ça, c'est une caractéristique. Et plus les personnes prennent du poids, moins le microbiote est varié. C'est un facteur fragilisant, finalement, sur le microbiote. La diversité, c'est un facteur, une caractéristique du microbiote en bonne santé. Et la quantité de bactéries bénéfiques, puisque vous avez un ratio entre bactéries bénéfiques et bactéries nocives au sein du microbiote. Et quand les bactéries bénéfiques sont largement dominantes, évidemment, vous avez un microbiote équilibré. Donc les deux caractéristiques, c'est variété et importance et quantification des bonnes bactéries. Donc bifidobactéries et lactobacilles. Il y a des facteurs donc, de déséquilibre, ça va être quoi ? Le stress ? La prise de médicaments ?
Alors, il y en a plein. L'alimentation, évidemment. Il y en a plein, et comme vous l'avez lu dans le livre, c'est les Power 10, c'est les 10 leviers pour équilibrer son microbiote intestinal. Mais on peut parler de l'alimentation, si vous le souhaitez, ou des antibiotiques. Dans Mieux dans mon assiette, oui. Parlons alimentation. Alors, alimentation, voilà, c'est très bien. Alors, alimentation, là, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, puisque aujourd'hui, on sait que les aliments ultra transformés de la grande distribution, qui sont remplis d'additifs, donc édulcorants de synthèse comme l'aspartame qu'on trouve dans les boissons, dans les soda light, ou bien des émulsifiants pour donner du goût, etc., ou du moelleux, eh bien, vont abîmer le microbiote intestinal, le déséquilibrer et rendre l'intestin poreux. Donc, ces aliments favorisent un certain nombre de maladies, notamment l'obésité, le diabète, etc. Donc, premier point, c'est les aliments ultra transformés qui font énormément de mal, ça on le sait dans les travaux de recherche et dans les travaux transversaux d'études de l'humain sur le microbiote et sur la santé humaine. On sait également que ces aliments ultra transformés sont beaucoup trop consommés. C'est-à-dire que ce qu'on conseille, c'est maximum 10% de l'apport calorique journalier, parce qu'on n'a pas le choix et qu'on doit se dépanner. Mais en réalité, en France, c'est 35%. C'est-à-dire un tiers de l'apport calorique journalier est fait à partir de ces aliments ultra transformés industriels. Donc ça, c'est un problème. Alors aux États-Unis, c'est encore plus, c'est 58%. Donc en fait, si on veut arrêter d'agresser son microbiote, déjà, il faut arrêter ou réduire au minimum. C'est-à-dire, quand je dis au minimum, ça veut dire quoi ? Ça veut dire au dépannage. On n'a pas le temps, voilà. Le vrai dépannage. Voilà, le vrai dépannage, et pas le dépannage chronique, en effet. Voilà, donc ça, c'est un levier très important. Je l'appelle l'ennemi public numéro 1, d'ailleurs, dans mon livre, les aliments ultra transformés, et c'est véritablement l'ennemi public numéro 1. Il y a, joint à ça, il y a le sucre, la consommation excessive de sucre. Les recommandations, c'est 25 grammes de sucre ajouté par jour, donc c'est peu. Ça correspond à 4 gros sucres. Et en fait, il y en a énormément dans les aliments industriels. Un paquet de gâteaux, il y a 60 grammes de sucre dans 100 grammes. Oui, donc vous avez déjà largement dépassé votre quota journalier. Donc avec un demi-paquet, vous avez fait exploser votre compteur de sucre. Donc ces deux paramètres-là jouent un rôle dans le vieillissement, jouent un rôle dans le déséquilibre du microbiote intestinal, jouent un rôle dans le vieillissement cérébral également, avec plus de risques de maladie d'Alzheimer, par exemple, chez les personnes qui consomment beaucoup de sucre. Des atteintes sur l'épigénétique, c'est-à-dire la partie modulable de vos gènes. Et donc ça, c'est vraiment l'ennemi, si vous voulez, du microbiote. Alors concrètement, comment je sais si mon microbiote va bien ou pas du tout ? Alors, du côté positif, parce qu'il ne faut pas dire que le côté négatif, voilà, on va manger beaucoup de fibres, donc légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, graines, et oléagineux, tout ça c'est important pour apporter les 30 grammes de fibres nettes par jour dont a besoin le microbiote intestinal, comme je le détaille dans le livre. Voilà, donc ça c'est les grands leviers, si vous voulez, de l'alimentation pour avoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors comment on sait ? Est-ce qu'on a des symptômes peut-être qui peuvent nous mettre sur la piste ? Exactement. Alors il y a deux choses à dire, si vous voulez. Il y a la partie clinique, symptomatique, qui est le cadre de ma consultation de médecine microbiotique, puisque j'ai une consultation spéciale de médecine microbiotique aujourd'hui, et les tests, l'étude du microbiote fécal. Alors, en termes de symptômes, ce qui va alerter quelqu'un sur le fait qu'il a une dysbiose intestinale, ça va être une fatigue anormale, des troubles du sommeil, ça va être une prise de poids sans raison particulière. Tout ça, ce sont des signes d'alerte, une irritabilité, un stress, une irritabilité anormale, etc. Tout ça, c'est des signes d'alerte qui vont alerter le patient, et ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, faut pas... L'erreur, si vous voulez, c'est de dire « bon, c'est pas grave, c'est passager, ça va... » Bon, si ça dure plusieurs semaines, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du microbiote, et ça veut dire qu'il faut s'y intéresser. Alors s'y intéresser, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que les médecins n'ont pas une grande connaissance du sujet, comme vous le savez. Donc ça, c'est un petit peu les alertes. Et puis après, il y a une question qui revient très souvent, c'est faut-il faire étudier son microbiote en labo ? Alors ça n'a absolument aucun intérêt. Comme ça, on le sait. Voilà. Alors pourquoi ? Une fois qu'on a dit que ça n'a aucun intérêt, il faut dire pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de référentiel. C'est-à-dire, si le microbiote est unique,
compliqué de le comparer à un microbiote de base. Vous avez tout compris. Donc en fait, pour que ces tests valent la peine d'être faits dans les années qui viennent, il faut d'abord qu'on sache ce qu'est un microbiote intestinal français normal et qu'on connaisse les différences selon le mode de vie, les maladies, etc. C'est ce qu'on fait avec le French Gut. C'est ce que j'allais vous dire, il y a une vaste étude qui est menée en France. Voilà. C'est ça l'objectif. Exactement. Donc je suis ambassadeur d'ailleurs du French Gut, qui est piloté par l'INRAE, et en fait, on recueille les selles de 100 000 Français. On est à 40 000 actuellement. Et une fois qu'on aura les selles de 100 000 Français, on pourra définir ce qu'est le microbiote intestinal français type et quelles sont les différences par rapport au mode de vie. Et là, on pourra comparer, en fait, chez un individu donné, on pourra dire, oui, effectivement, votre microbiote, par rapport à ce qui devrait être, il a des anomalies. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc les tests qui sont vendus sont totalement bidons. Vous parlez, alors question très très bête, vous nous parlez de recueil de selles. C'est à partir des selles qu'on va pouvoir étudier le microbiote. Tout à fait. Recueil de selles, on l'analysera. Donc c'est ce qu'on fait en fait dans les travaux de recherche aujourd'hui. On le fera pour le grand public dans quelques années. Et donc à partir de là, on va étudier donc avec une technique de PCR shotgun, peu importe, et qui va permettre donc d'identifier, de cartographier le microbiote intestinal de quelqu'un. Je vais même plus loin, si vous voulez, c'est que moi je suis persuadé que dans les décennies qui viennent, il y aura à la naissance une étude du microbiote du bébé, et on aura sa carte d'identité microbiotique à la naissance, et on pourra donc suivre l'évolution au cours de la vie, comme on surveille chez un adulte le cholestérol ou la glycémie. Ça, c'est le futur, mais il est évident que c'est ce qui va se passer dans les décennies qui viennent. Alors là, vous nous parlez d'un microbiote, du microbiote peut-être d'un bébé. Votre livre, belle promesse, vivez 100 ans, on le souhaite tous, grâce à votre microbiote. 100 ans est bien. Eh bien, mais la longévité, c'est aussi soigner un capital santé qu'on a dès la naissance. Qu'est-ce qu'on remarque chez ces seniors? On parle aussi de zone bleue, où on a effectivement une proportion de seniors très importante, de centenaires, même super centenaires. Ils ont une caractéristique commune, ils ont un microbiote jeune. Exactement. Donc c'est pas juste l'apparence, c'est aussi un microbiote qui reste quoi d'ailleurs? Varié. Alors, si vous voulez, ça c'est le point crucial et c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est qu'on avait des cas dans les années précédentes de centenaires ou super centenaires, donc plus de 110 ans, avec un microbiote intestinal de jeunes, parce que vous imaginez bien que quand il y a quelqu'un qui a 117 ans, on va s'intéresser à lui et comprendre pourquoi il a 117 ans et pourquoi il est en forme à 117 ans. Parce qu'il a mangé très peu d'aliments ultra transformés. Notamment, il a bien géré son stress, son sommeil, il a fait des diètes séquentielles, la sieste, etc. Tous ces sujets, tous les power discs que je décline dans le livre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement 4 zones bleues mondiales, Okinawa, Nicoya, Ikaria et puis en Sardaigne. Et vous avez également une zone qui est bleue, dont je parle dans le livre, qui est la Martinique, qui n'a pas été intégrée officiellement, mais qui rejoint... Qui montre des signes... Avec un taux, c'est le taux le plus élevé d'ailleurs en France, au sens large, de centenaires et super centenaires. Alors, en fait, tout part de 2020. Donc c'est récent comme découverte. 2020, on étudie pour la première fois un très grand nombre de centenaires, une province chinoise où il y a beaucoup de centenaires et super centenaires. On prend 1600 personnes entre 20 et 117 ans pour le plus âgé. Et dans ces 1600, il y a 300 centenaires et super centenaires. Et on découvre que leur microbiote est celui d'un jeune de 20 ans en bonne santé. Mais comment ont-ils fait? Voilà. Et c'est tout le sujet du livre. Ce jour-là, si vous voulez, comme moi j'étudie le microbiote depuis 16 années et j'ai créé mes premiers protocoles il y a 10 ans, j'ai enfin le lien entre les deux que je subodorais, mais j'avais la preuve à grande échelle. Et donc, en fait, j'ai étudié les modes de vie des centenaires et des super centenaires et j'ai vu quels étaient les power discs qui permettaient donc de maintenir, en fait, un microbiote intestinal jeune, qui est la clé principale de la jeunesse et de la longévité, en fait, avec l'épigénétique, l'inflammation de bas grade aussi, mais qui sont liés au microbiote intestinal. Vous avez cité une région qui est certainement la plus connue, Okinawa, qu'on renvoie, vous allez dire que c'est ma marotte, évidemment, en présentant mieux dans mon assiette, mais on présente le régime
Okinawa comme un facteur de longévité. Donc la longévité passe aussi par l'assiette. Bien sûr. Donc, ils mangent beaucoup de légumes, du tofu, etc. Donc, ils ont un régime végétarien, en fait, ou semi-végétarien, parce qu'ils mangent du poisson également. Donc, des poissons gras qui apportent des oméga 3. Les oméga 3, c'est très important pour lutter contre l'inflammation de bas grade et pour entretenir le cerveau, donc lutter contre la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, Okinawa, c'est très intéressant, comme ça fait partie des zones bleues, des 4 zones bleues dont je parle dans le livre. Et donc, effectivement, ils ont une alimentation adaptée. Ils n'ont pas que ça, puisqu'il y a aussi, par exemple, la gestion du sommeil, très important. Quand on a un bon sommeil, on sait dans les études que l'espérance de vie va être allongée de 3 à 4 ans. Et ils font beaucoup la sieste également dans ces régions-là, et notamment ce qu'on appelle, ça s'appelle là-bas l'inemuri. L'inemuri, c'est dormir tout en étant présent. Donc c'est des siestes courtes de 10 à 20 minutes qui vont faire 2 fois ou 3 fois par jour. Et la sieste, c'est un moyen très intéressant pour le microbiote intestinal, pour se rééquilibrer. Et si on a mal dormi, ça peut arriver à tout le monde, de rétablir en fait et d'avoir le nombre d'heures de sommeil et de repos du microbiote suffisant. Donc voilà, ça fait partie des caractéristiques en effet des gens qui habitent à Okinawa, des centenaires d'Okinawa. Avant de nous quitter, très rapidement, votre conseil très concret pour prendre soin de son microbiote au quotidien. Alors au quotidien, il y en aurait plusieurs, mais s'il fallait en sortir qu'un, ou 2, allez. Manger beaucoup de végétaux, donc les végétaux, l'alimentation microbiotique est très riche en végétaux, donc ça c'est capital. Donc réduire en balance les aliments ultra transformés et bouger également, puisque l'activité physique, on sait que ça va allonger l'espérance de vie. On a une étude sur 25 années, et donc ça allonge par exemple pour le tennis, qui est mon sport, de 9,2 années d'espérance de vie. Et le badminton, c'est 6 ans, etc. Donc bouger, ça va stimuler le microbiote, ça va permettre aux bactéries intestinales de fabriquer les fameuses substances dont je vous ai parlé, les postbiotiques, anticancéreuses et anti-inflammatoires. Donc manger beaucoup de végétaux et bouger. Merci pour vos conseils. D'ailleurs, on retrouve vos conseils dans votre livre « Vivez 100 ans » grâce à votre microbiote paru aux éditions HarperCollins. Restez avec nous tout de suite, ça vaut le goût. Ça vaut le goût, votre nouveau rendez-vous pour mieux choisir au quotidien sans se compliquer la vie. Et Dieu sait que c'est important. Bonjour Marianne Tessier. Bonjour Fanny. Notre Wonder Cook Mum. Alors c'est vrai qu'on aime souvent cuisiner, je pense que c'est notre cas toutes les deux. On n'a pas toujours le temps ni l'énergie, on rentre tard le soir. Alors aujourd'hui, vous nous montrez que certains produits tout prêts, ça peut quand même dépanner de temps en temps. C'est ça, exactement, oui, on n'aime pas... Enfin, même quand on aime cuisiner, on n'a pas toujours le temps et on n'a pas toujours la motivation. Mais des fois, ça devient une corvée, clairement, les repas du quotidien. Donc moi, ma solution, c'est d'alterner des recettes et cuisiner sur des choses qui me font plaisir et ponctuellement mettre des plats industriels qui ont tout bon. Parce qu'il y en a. Et ça existe. Ça existe. Alors, j'y croyais pas. Avant, pour moi, c'était vraiment un no-go absolu, les plats industriels. Mais vous allez voir que finalement, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. On sait, les industriels ont fait quand même pas mal d'efforts. On pense notamment au Nutri-Score, avec cet objectif d'améliorer cette note, cette lettre, et cette couleur. Alors, il y a le Nutri-Score, et puis il y a aussi, moi j'utilise beaucoup l'application Yuka, qui permet vraiment d'avoir une vision exhaustive de la qualité du produit. Donc la qualité, c'est quoi ? C'est équilibré, donc pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, avec un bon apport en fibres, un bon apport en protéines, et surtout sans additifs inutiles et controversés qui peuvent perturber notre métabolisme, notre microbiote, notre système hormonal, provoquer des allergies, des cancers, etc. Donc, les plats industriels ont beaucoup été décriés, trop gras, trop sucrés, trop salés, plein d'additifs, de conservateurs, d'exhausteurs de goût. Et comme je disais, moi, jusqu'à l'année dernière, c'était no-go. Et puis, je suis allée chez Picard, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je me suis dit, tiens, je vais aller un peu scanner, voir tout ce qu'il y a de mauvais et à quel point c'est mauvais. Et énorme surprise, j'ai trouvé des plats qui cochaient toutes les bonnes cases, à la fois équilibrés et sans additifs, même dans les plats industriels. Donc, franchement, hyper intéressant. Et il n'y a pas que chez Picard. Et vous avez passé 1 heure à faire vos courses en scannant chacun des produits. 4 heures, ah oui, quand même. C'était pas mes courses. Alors concrètement, ces plats tout prêts qui ont
tout bon ou presque, ça donne quoi dans votre assiette? Alors, déjà, sur un repas, moi, j'aime bien quand même commencer toujours par des légumes, que ce soit des crudités ou soupe ou gazpacho l'été. Sur les crudités, perso, j'aime pas trop les trucs industriels parce que c'est pas que c'est pas bien nutritionnellement, mais en termes de goût, étant donné qu'ils sont lavés soit avec du chlore, conservés sous des atmosphères... râpés, ouais, effectivement, voilà. Ça traîne souvent, quand même un petit peu. Ces textures, c'est pas génial. Donc ça, je préfère éplucher mes petits légumes vite fait. En revanche, sur les soupes et les gazpacho, il y a des trucs très très bien. Notre chouchou à la maison, c'est le gazpacho Alvalé, 0 additif, hyper bon en goût. Mais il y a aussi le gazpacho Champ, Super U qui n'ont pas d'additifs et qui sont top. Au niveau des soupes, Liebig, Knorr, Maggi ont des soupes en briques, pareil, sans additifs et plutôt avec un bon apport en fibres. Alors, pas toutes, il faut bien regarder. On va regarder aussi la teneur en sel, j'imagine. Oui, regardez la teneur en sel. Il faut bien regarder les étiquettes derrière ou scanner avec Yuka. Mais il y en a des pas mal. Après l'entrée, le plat principal. Le plat. Exactement. Alors, je vous ai parlé de Picard tout à l'heure. Picard ont une gamme esprit de famille avec des plats tout préparés dont certains sont vraiment top. Je pense en particulier aux pâtes aux crevettes et courgettes grillées au basilic, au duo de Colin et noix de Saint-Jacques qu'on a mangé hier soir, qui sont très bons et qui n'ont aucun additif non plus et bien équilibrés. Leurs lasagnes bolognaises sont top. Chez Thierry aussi, les lasagnes bolognaises sont super. Leur poulet sauce moutarde, pommes de terre, haricots verts, parfait. Même les pâtes thaï. Bref, ça vaut vraiment le coup d'aller scanner et de regarder les étiquettes. Côté dessert, j'imagine que c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, alors sur les desserts, c'est clair qu'il y en a plein qui ont des additifs, etc. J'ai fouillé, j'en ai quand même trouvé. Il y a des grandes marques, il y a des marques comme Vrai. Leur crème au chocolat est super clean et raisonnable en sucre. Tout comme le lait, la semoule au lait, vanille, pâturage ou les cahiers du Petit Basque. Franchement, ceux-là, ils sont bien. Après, si vous voulez pas prendre de risque, un yaourt, un fromage blanc, un skyr nature avec une compote sans sucre ajouté, c'est le top. Ou un fruit, tout simplement. Je vais dire, est-ce qu'on n'irait pas au plus simple, finalement? Voilà. En tout cas, pour le quotidien. Exactement. Donc, en résumé, moi, je pense qu'il faut absolument garder le plaisir de manger. Ça fait quand même partie de notre quotidien, c'est hyper important. Et ne pas culpabiliser quand on propose parfois des plats industriels qu'on a bien choisis avant. Et puis on va peut-être retenir que ces produits industriels, tous ne se valent pas. Certaines références peuvent dépanner, effectivement. Mais une marque ou une enseigne ne suffit pas à garantir aussi la qualité. On va regarder vraiment au cas par cas. C'est ça. On va regarder l'étiquette, privilégier des compositions peut-être plus simples, avec des listes d'ingrédients un peu plus courtes. Et puis garder ces produits, effectivement, pas comme une base systématique, mais comme vraiment un dépannage. Exactement. Quand finalement, à la fin de la journée, vous dites « au secours, j'ai besoin d'aide », voilà. Là, franchement, ça peut être salvateur. Merci beaucoup, Marie-Anne. Je vous en prie, Fanny. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je remercie également tous ceux qui m'accompagnent en régie, Romain, Max et Lily. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Mieux, bien évidemment.